Dans les ruelles crevassées de Villebasse, où la poussière élevait comme une fumée et où les rêves éteignaient souvent avant l'âge adulte, Élise tissait son avenir, un fil à la fois. Sa machine à coudre, offerte par une voisine il y a des années, cliquetait inlassablement sous un toit de tôle rouillée. L'atelier minuscule contenait à peine une table, 2 tabourets et une rangée d'étoffes aux couleurs vives. Pourtant, pour Élise, était un palais bâti sur l'espoir. Elle n'était ni riche, ni puissante, mais elle était connue. Connue pour raccommoder les espoirs déchirés et les transformer en vêtements magnifiques. Connue pour son sourire, même lorsque le ciel effondrait sous la pluie et les soucis. Tandis que des autres échangeaient des potins sous les manguiers du lever au coucher du soleil, ses doigts bougeaient plus vite que ses pensées. Son esprit ne tissait pas seulement des robes, mais des prières pour une vie meilleure. Elle vivait avec ses parents et ses 2 frères dans une maison délabrée d'une seule pièce, à la lisière de la ville. Sa mère, Marie, vendait du maïs grillé au bord de la route. Son père, Pierre, passait le plus clair de son temps assis sous le manguier, se plaignant des politiciens et de la malchance, sans jamais lever le petit doigt. Ses frères, Lucas et Léo, traînaient avec leurs amis, rêvant grand mais travaillant peu. Malgré leur indolence, Élise donnait tout. Elle paya les frais de scolarité de Léo lorsqu'il échoua 2 fois. Elle acheta des médicaments pour les genoux fragiles de Marie. Elle économisa même pour réparer leur toit qui fuyait lors de la dernière saison des pluies. Et pourtant, son père aboyait souvent. Si tu étais une fille digne de ce nom, tu serais partie à l'étranger depuis longtemps pour nous ramener la richesse. Élise baissait la tête, ravalait sa fierté et cousait plus vite. Mais la vie a une étrange façon d'observer ceux qui endurent en silence. Une fin d'après-midi, alors que le soleil plongeait dans un ciel orange sanglant, Madame Solange entra dans l'atelier d'Élise. Madame Solange était différente. Une femme dont la présence faisait taire les marchés, dont la voiture valait plus que toutes les maisons de la rue réunies. « J'ai entendu dire que tu es la meilleure par ici, dit-elle d'une voix basse mais impérieuse. Élise essuya nerveusement ses mains sur son pagne. « Je fais de mon mieux, madame. » Madame Solange esquissa un sourire mince. « Essayer ou réussir? Voyons voir. » Elle sortit un tissu complexe et chatoyant, une soie qui semblait respirer entre ses mains, et lança un défi à Élise. « Fais-moi une robe de gala en 3 jours. Si tu aimes impressionne, ta vie changera. » Le cœur d'Élise tonnait dans sa poitrine. Elle n'avait jamais touché un tel luxe, on ne lui avait jamais confié quelque chose d'aussi grandiose. Mais ses mains ne tremblèrent pas. Elle hocha la tête. « Oui, madame. Je ferai de mon absolu mieux. » Lorsque madame Solange partit, les voisins se rassemblèrent dehors, bourdonnant comme des mouches sur de la viande. « Regardez ça, chuchotait-il. Peut-être que la chance d'Élise est enfin arrivée. » Élise verrouilla sa porte, assis par terre et pria. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour une chance. Une chance de sortir sa famille de la misère, de soigner les genoux de sa mère, de reconstruire leurs rêves brisés. Elle ne savait pas alors, elle ne pouvait pas savoir, que coudre cette unique robe ne ferait pas seulement naître un vêtement. Cela tisserait le début d'un voyage qui briserait son cœur et reconstruirait sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La robe scintillait sous la faible ampoule de l'atelier, projetant des arcs-en-ciel sur les murs fissurés. Chaque point était parfait, chaque ourlet embrassé par des mains tremblantes et des prières murmurées. Le 3e jour, Élise dormait à peine. Elle cousait avec le désespoir de quelqu'un qui savait que ce n'était pas juste une robe. C'était une clé, une bouée de sauvetage. Lorsque madame Solange revint, elle entra dans l'atelier sans un mot. Elle tourna autour de la robe comme un faucon, ses yeux perçants scrutant chaque fil. Un instant, le silence écrasa la pièce. Puis, elle sourit. « Tu as de la magie dans les doigts, » dit madame Solange, la voix douce. « Tu n'es pas à ta place ici, ma fille. » Le souffle d'Élise se coupa. Elle agrippa le bord effiloché de son pagne, osant espérer. « Viens avec moi, » poursuivit madame Solange. « Je vais te parrainer. Une école de mode à Paris. » La vraie vie, pas ça. Elle fit un geste vague vers le sol en terre battue, le toit affaissé, cette vie que Élise avait trop longtemps connue. Élise la fixa, la bouche entr'ouverte, les mots gelés. « Je paierai tout, » ajouta madame Solange. « Tout ce que je demande, c'est que tu travailles dur et que tu n'oublies jamais où tu viens. » Les larmes brouillèrent la vision d'Élise. « Je le ferai, madame. Je le jure. » « Merci. » Ce soir-là, elle courut chez elle, son cœur battant plus fort que ses pas. Marie pleura et chanta des louanges dans l'air léger du soir. Lucas et Léo dansaient autour d'elle, criant que leur vie allait bientôt changer. Mais Pierre, lui, resta assis tranquillement,
mâchant son cure-dent. Les yeux plissés. Paris, marmonnaté-il. Les gens vont là-bas et oublient leur famille. Grosse voiture, grande maison, cœur minuscule. Élise S. agenouilla devant lui. Papa, je ne vous oublierai jamais. Jamais. Il ne dit rien, se contentant de grogner et de se détourner. Mais ces mots coulèrent quelque part au fond des os d'Élise, se tissant dans ses rêves. Les semaines qui suivirent défilèrent comme un montage de films flous. Madame Solange gérant les papiers, les documents, les frais, Élise obtenant son premier passeport, tremblant en le tenant comme un nouveau-né, les fêtes des adieux avec les voisins qui la traitaient soudainement comme une reine. Sa dernière nuit à la maison fut lourde de peurs inexprimées. Elle emballa ses quelques vêtements dans une valise empruntée. Sa mère glissa une petite Bible dans ses mains et la serra fort. « Mon enfant, dit-elle, les larmes étranglant sa voix. Peu importe ce que le monde te lance. » Pierre ne dit pas au revoir. Il se tenait près du manguier, les bras croisés, alors que le taxi démarrait à l'aube. À travers la vitre arrière, Élise le vit, une silhouette se découpant sur le ciel matinal sanglant. Pendant une seconde, elle crut le voir essuyer ses yeux, mais elle cligna des paupières et il avait disparu. L'aéroport était un chaos de métal, de verre et de baisers des « adieux ». Lorsque l'avion rugit vers les nuages, Élise agrippa les accoudoirs si fort que ses jointures blanchirent. Sous sa peur, sous son excitation, un serment brûlait. Astérisque, je les rendrai fiers. Je construirai quelque chose de si grand, de si beau, que ils n'auront plus jamais à souffrir. Astérisque, mais elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir que ceux qu'elle aimait le plus deviendraient ceux qui la blesseraient le plus profondément. L'air glacial de l'Europe gifla le visage d'Élise dès qu'elle sortit de l'aéroport. Elle frissonna, serrant contre elle la veste fine que Madame Solange lui avait donnée. Les immeubles étiraient vers le ciel comme des montagnes de verre. Les gens bougeaient vite, parlaient vite, vivaient vite. Tout dans ce nouveau monde la faisait se sentir minuscule. La cousine de Madame Solange, Mademoiselle Claire, une femme au regard perçant approchant la soixantaine, vint la chercher dans une vieille Peugeot cabossée. Elle parlait peu durant le trajet, ses doigts pianotant avec impatience sur le volant usé. « Tu logeras chez moi », dit-elle alors qu'elle se garait devant une barre des immeubles décrépites en banlieue. « Une petite pièce, pas de bruit. Tu paies ton hébergement en travaillant dur à mon atelier. »« C'est, et compris ?»« Oui, madame », chuchota Élise. Ce soir-là, assise sur un matelas fin dans un coin du salon de Mademoiselle Claire, Élise fixait les murs délavés. Toute sa vie tenait dans une valise abîmée posée à ses pieds. Elle avait envie de pleurer, mais l'image de Marie grillant du maïs au bord de la route lui revint en mémoire. Elle revit les bras croisés de Pierre. Elle pensa à ses frères, Lucas et Léo, attendant que l'argent coule à flot comme par magie. Elle essuya ses larmes avec elle ourlait de son pagne. « Non », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je ne suis pas venu si loin pour m'effondrer. » L'atelier de couture était un réduit exigu, coincé entre une laverie automatique et une épicerie de nuit. Les vieilles machines toussaient et claquaient. Les clients aboyaient leurs ordres. Et Mademoiselle Claire criait encore plus fort. Élise travaillait comme un automate. 12 heures par jour, sans pause, sans plainte. Lorsque le jour de paix arrivait, Mademoiselle Claire lui tendait une enveloppe mince. « Tu as de la chance d'avoir ça », claquait-elle. « Au pays, tu coudrais pour les rats. » Élise baissait la tête, ravalant sa colère. Chaque mois, elle envoyait presque tout ce qu'elle gagnait à sa famille. Les frais de scolarité de Léo, un nouveau groupe électrogène pour Pierre, les factures médicales de Marie. Elle ne gardait que le strict nécessaire pour survivre. Des manteaux des occasions bon marché, des trajets en bus et en métro qui sentaient la tristesse et les pieds fatigués. Mais à chaque point qu'elle cousait, Élise bâtissait bien plus que des vêtements. Elle bâtissait sa foi. La foi qu'un jour, son sacrifice compterait. La foi que la vie de sa famille fleurirait grâce à elle. La foi que lorsqu'elle reviendrait, elle accueillerait comme une reine. Lors des nuits de solitude, elle serrait contre elle la Bible que sa mère lui avait donnée et priait. « Père, ne me laisse pas les décevoir. Même oublie, fait que je ne les oublie pas. » Elle rêvait de posséder un jour son propre studio de mode. Elle imaginait en train de coudre des robes pour des célébrités. Elle voyait Marie sourire dans une grande maison, le dos enfin droit, loin de son stand de maïs. Elle voyait Pierre se vanter de sa fille devant tout le village. Elle ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir que pendant qu'elle construisait un avenir pour eux, il construisait un avenir sans elle. Les années défilèrent comme les saisons tournant sur un calendrier poussiéreux. Les mains d'Élise devinrent rugueuses à force de travail. Son dos la faisait souffrir après les longues heures courbées sur l'ouvrage, mais son esprit restait obstiné. Elle économisait chaque centime.
Elle sautait des repas pour que Léo puisse finir l'université. Elle dormait dans son manteau d'hiver pour que Marie puisse se faire refaire les dents. Elle manqua les anniversaires, les mariages, les enterrements, tout ça pour eux. Mais elle souriait à travers tout cela. Astérisque, ça en vaut la peine, astérisque, se disait-elle. Astérisque, ils verront. Ils sauront à quel point je les aime. Astérisque, finalement, après cette longue année, Élise eut assez d'économies pour réaliser son rêve. Son propre petit studio de mode en ville. Son cœur battait plus vite alors qu'elle s'installait au cybercafé après le travail, déterminée à envoyer un dernier gros virement à la maison. Un cadeau suffisant pour finir le 2e étage de la maison familiale, assez pour acheter une voiture à Pierre. Alors qu'elle faisait défiler ses œillets, une notification apparut. Un nouveau groupe WhatsApp, soutien famille Élise. Elle cligna des yeux, confuse. Qui avait créé cela? Curieuse, elle cliqua, et son cœur se brisa en 1 million de morceaux silencieux. Les messages affluaient comme de tels acides. Astérisque, elle croit que parce qu'elle envoie de l'argent, elle nous possède. Qu'elle reste là-bas pour toujours. Astérisque, astérisque. Si elle meurt, on vendra la maison qu'elle a construite et on se partagera l'argent. Astérisque, astérisque. Elle n'est même pas mariée. Elle gâche toute sa jeunesse à l'étranger. Astérisque, astérisque. Léo devrait changer les titres de propriété maintenant, avant qu'elle ne revienne et elle essaie de réclamer quoi que ce soit. Astérisque, il y avait des émojis rieurs, des plans cupides. Et le pire, une note vocale de Pierre lui-même, au ton amer. Astérisque, cette fillenne est plus de la famille. C'est juste un portefeuille sur pattes. Astérisque, Élise resta figée sur la chaise du cybercafé, le bruit des claviers et des imprimantes tourbillonnant autour d'elle. Sa poitrine se serra, sa vision se broala. Elle leur avait tout donné, et elle n'était rien pour eux. Rien qu'une machine à traire, un nom à effacer quand cela les arrangeait. Elle ferma lentement son ordinateur portable, les mains tremblantes, les larmes pressant contre ses yeux, mais elle les ravala comme du poison. La jeune fille qui s'agenouillait autrefois dans la poussière pour coudre des rêves dans le tissu réalisait maintenant que sa famille aimait son succès, pas elle. Cette nuit-là, dans son minuscule appartement, Élise assis près de la fenêtre, fixant les étoiles indifférentes. Elle pourrait rentrer, pensa-t-elle. Exiger le respect. Reprendre tout ce qu'elle avait donné. Mais une autre idée brûlait plus fort. Faire semblant d'être morte. Enterrer Élise le portefeuille et voir qui porterait le deuil. Voir qui se battrait pour sa mémoire, et non pour son argent. C'était fou. C'était cruel. Mais était la seule façon de connaître la vérité. Élise ouvrit son carnet usé et commença à écrire son plan avec soin, comme si elle cousait la première couture d'une robe sombre et nécessaire. Demain, elle appellerait la maison, et la fille que ils avaient connue mourrait. Le lendemain matin, Élise se déplaça comme un fantôme à travers sa routine. Elle tressa ses cheveux sous un foulard uni. Elle mit ses vêtements les plus simples. Elle supprima ses photos des réseaux sociaux. Elle effaça les traces d'elle-même, non seulement du monde, mais de son propre cœur. Lorsqu'elle horloge sonna midi, elle prit son téléphone et appela la maison en numéro masqué. « Allô » répondit Marie, la voilasse. « Bonjour » dit Élise en déguisant sa voix, la chargeant des émotions feintes. « Est-ce la mère d'Élise ?»« Oui, qui est à elle l'appareil ? Je suis tellement désolé. » Élise. Élise a eu un accident. Hélène n'a pas survécu. Un silence, puis un hoquet, un cri aigu qui poignarda Élise à travers le téléphone. « Non, non, ma fille. Mon bébé. » La ligne se coupa. Élise s'effondra sur sa chaise, son cœur se fendant en 1000 petits morceaux saignants. Elle se recroquevilla dans son lit, serrant son oreiller, se berçant toute la nuit. Mais elle se rappela que ce n'était pas de la cruauté. Était de la clarté. Elle avait besoin de voir la vérité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à ville basse. Élise est morte. Elle est morte en Europe. Quel gâchis de beauté et de talent. La ville porta le deuil brièvement. Des bougies furent allumées, des chants furent chantés, mais derrière les lamentations, les vrais visages commencèrent à apparaître. Pierre convoqua une réunion secrète avec Lucas, Léo et quelques oncles. « C'est le moment, dit-il. Elle est partie. Réclamons ses propriétés avant que des étrangers ne en mêlent. » Ils allèrent au conseil du village, agitant de faux documents, prétendant que Élise leur avait tout promis. Son compte d'épargne fut disputé. Sa maison inachevée fut déjà estimée pour la vente. Même sa machine à coudre, cette machine sacrée qui avait bâti tout leur confort, fut traînée dehors et offerte à un voisin pour une vente rapide. Pas de larmes, pas de prières. Rien que la faim, rien que l'avidité. Pourtant,
Tout le monde, elle n'avait pas oublié. Camille, elle l'amie des enfances des Élise, portait le noir chaque jour. Elle organisait des groupes de prière, des jeûnes, des veillées à la lueur des bougies sur la place poussiéreuse du quartier. C'était ma sœur, disait Camille, la voix brisée. Elle était bonne. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Lorsqu'elle apprit que la famille vendait les affaires des Élise, Camille fit irruption chez Pierre, tremblante de colère. « Comment osez-vous » cria-t-elle. « Ayez au moins la décence de la pleurer avant de vous jeter sur ses biens comme des vautours. » Pierre lui rit au nez. « Si tu l'aimais tant, pourquoi n'as-tu pas envoyé des argent à sa place au lieu de venir pleurnicher ici ?» Léo se moqua des elle à son tour. « Tu crois que tes larmes vont la ramener ? Va pleurer ailleurs. » Camille partit en pleurs. Mais elle ne cessa jamais de prier, ne cessa jamais de croire que, d'une manière ou d'une autre, Élise aurait le dernier mot. Cachée dans elle ombre, par-delà les océans et les lignes téléphoniques, Élise observait tout. Chaque trahison, chaque insulte, chaque épreuve des amours échoués. Sauf une lumière vacillante. Au milieu de la rapacité des autres, il y en avait une qui pleurait sans attente, qui se battait sans espoir de récompense. Élise ferma les yeux, son plan prenant une nouvelle forme. « Quand je reviendrai, murmura-t-elle à la pièce vide, ce ne sera pas pour bénir ceux qui ont pleuré mon argent. Ce sera pour couronner celles qui aiment à pleurer, moi. » Les roues de elle, avions touchèrent le sol natal avec un bruit sourd et réticent. Cette même terre que Élise avait autrefois embrassée de ses rêves lui semblait désormais étrangère sous ses pieds. Elle ne portait aucun maquillage. Ses vêtements étaient délavés, délibérément froissés. Ses chaussures, craquelées aux talons, claquaient sur le trottoir poussiéreux alors qu'elle traînait sa vieille valise derrière elle. Élise ne revenait pas en femme accomplie. Elle revenait comme un fantôme, invisible, indésirable, non réclamée. Personne ne la savait vivante. Personne ne elle attendait. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle monta dans un bus déglingué à la sortie de l'aéroport, serrée épaule contre épaule avec des inconnus en sueur, elle odeur de la poussière et des arachides grillés saturant l'air. Les passagers se plaignaient bruyamment de la politique, du prix de l'essence, de la faim. Élise restait silencieuse, le cœur battant, regardant sa patrie défiler comme un vieux film passé par la fenêtre fissurée. Lorsque le bus arrêta au carrefour de Villebasse, elle descendit sous le soleil implacable de l'après-midi. Tout semblait plus petit maintenant. Les rues, les maisons, même les arbres. Ils avaient rétréci, tout comme ses illusions. Elle prit une profonde inspiration et commença à marcher. Chaque pas pesait plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle atteignit la concession familiale, elle se figea. La maison qu'elle avait payée, celle qu'elle avait bâtie de sa souffrance, se dressait fièrement avec une couche de peinture fraîche. Un générateur flambant neuf ronronnait dans un coin. Une voiture, achetée avec ses économies, brillait sous le manguier. Des rires résonnaient de l'intérieur. Odeur de viande frite et de chèvre pimentée flottait jusque dans la rue. Il célébrait la vie, comme si elle avait jamais existé. Élise ajusta son foulard, cachant davantage son visage. Elle franchit le portail ouvert comme une étrangère. Dans la cour, son jeune frère, Léo, la repéra le premier. Il fronça les sourcils. « Vous cherchez qui » Élise baissa la tête. « Et s'il vous plaît, j'y ai besoin des hauts. » Il ricana. « Allez mendier ailleurs. » Ici, ce n'est pas une œuvre de charité. Avant qu'elle ne puisse répondre, son père émergea, riant fort, une bouteille de bière à la main. La vue de cet homme, détendu, fier, intouché par la culpabilité, frappa Élise plus durement qu'une gifle. « Papa » murmura-t-elle avant de pouvoir en empêcher. Il plissa les yeux vers elle. « Où me connaissez-vous ? Qui vous envoie ?»« Personne, dit-elle, forçant sa voix à croasser. « Yeah. Je connaissais votre fille, Élise. » Une lueur traversa le visage de Pierre. Que son âme repose en paix. Elle a été bonne pour nous. Mais la vie continue. Il se détourna, la chassant un geste de la main comme une mouche importune. Élise resta là, tremblante. La vie continuait. Elle continuait sans elle, sans chagrin, sans mémoire. Elle retourna dans la rue, la poitrine brûlante de larmes non versées. Mais alors qu'elle essuyait le visage brutalement avec son pagne, une voix douce l'appela par derrière. « Eh, ma sœur !» Elle se retourna. C'était Camille, portant un panier des ignames. Son visage était marqué par la fatigue, mais chaleureux. Camille fronça les sourcils, approchant. « Ça va ?» Tu as air perdu. La gorge de Elisa Sacerra. À cet instant, debout dans la poussière, brisée et invisible, quelqu'un la voyait. La voyait vraiment. Pas comme un portefeuille,
pas comme un fardeau, juste comme une personne. Élise sourit faiblement, refoulant ses larmes. Je vais bien, chuchota-t-elle. Mais peut-être que je suis prête à être trouvée. Camille cala le panier des ignames sur sa hanche, observant Élise attentivement. Tu n'es à nulle part où aller, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à voix basse. Elise hesita. Comment dire à quelqu'un qu'on est un fantôme? Comment expliquer qu'on est censé être mort? Elle secoua lentement la tête. Camille fit claquer sa langue, comme le font les mères lorsqu'elles voient un enfant blessé. Viens avec moi, dit-elle simplement. Pas de suspicion, pas d'interrogatoire, pas d'exigences. Juste de la gentillesse, brute et sans artifice. Élise la suivit dans les ruelles sinueuses bordées de toits de zinc rouillés et de murs peints de slogans politiques écaillés. Elles arrivèrent devant un bungalow exigu et affaissé, coincé entre deux concessions plus grandes. Les murs étaient fissurés, les fenêtres colmatées avec des journaux, mais la porte ouvrit comme une étreinte. « Maman, nous avons une visiteuse », appela Camille en faisant entrer Élise. La mère de Camille, une femme âgée aux yeux voilés et à la démarche claudicante, entra dans la pièce. Elle portait un pagne délavé et un sourire capable de guérir les os brisés. « Bienvenue, mon enfant », dit-elle en tendant la main à l'aveuglette pour presser celle d'Élise. Élise faillit craquer à cet instant, faillit s'effondrer sous le poids d'un amour qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle cligna furieusement des yeux, se forçant à sourire. « Merci, maman », murmura-t-elle. Camille posa le panier et alla chercher une assiette ébréchée. Un petit repas apparut, des morceaux des ignames rôtis, une goutte des huiles de palme. Était à peine suffisant pour deux, et pourtant, elles en firent assez pour trois. Elles s'assirent par terre, genoux contre genoux, partageant la nourriture, les rires et le silence. Pas de questions, pas d'attentes. Juste une chaleur amicale. Cette nuit-là, Élise allongea sur une natte fine à côté de Camille, fixant le plafond tapissé de vieux journaux. La pluie tapotait doucement contre le toit de tôle. À côté d'elle, Camille ronflait légèrement, épuisée par sa journée de vente au marché. Élise tourna son visage vers elle, obscurité, et pleura. Pas de chagrin, mais de soulagement. Elle pleura pour les années passées à coudre de elle amour pour des gens qui ne lui avaient jamais rendu le moindre point. Elle pleura pour elle aveuglement avoir donné sans demander, avoir cru sans vérifier. Elle pleura parce que, dans la maison la plus petite et la plus pauvre où elle soit jamais entrée, elle avait enfin trouvé quelque chose de plus grand que l'argent, l'humanité. Dans les jours qui suivirent, Camille traita Élise comme une sœur. Elle lui offrit son pagne de rechange et elle emmena au marché local, lui apprenant à se fondre dans la masse sans éveiller les soupçons. Elle la présentait à ses amis simplement comme « ma sœur qui traverse une période difficile ». Personne ne connaissait la vérité. Personne ne devinait. Élise gardait sa véritable identité cachée comme un œuf fragile, attendant le moment propice pour elle éclore. Mais à chaque jour qui passait, quelque chose d'autre grandissait en elle. Pas la vengeance, pas d'amertume, mais un but. Le jour viendrait bientôt où elle élèverait Camille de la même manière que Camille elle avait relevé. Calmement, férocement, sans rien demander en retour. Car la vraie loyauté mérite plus que des remerciements. Elle mérite un royaume.